Élection législative au Togo, la CEDEAO doit-elle clarifier sa position? C'est le thème qu'on va aborder ce soir. Et on sait que depuis la situation, les événements se déroulent au Togo, surtout le processus électoral, tous les regards sont tournés vers la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Beaucoup attendent de la CEDEAO qu'elle puisse dire un mot. L'organisation sous-régionale reste pour le moment silencieux. On va évoquer le sujet avec le pasteur Johannes Bavon, secrétaire général du Front des architectes de la République. Pasteur Bavon, bonsoir. Bonsoir, M. Samuel. Merci d'accepter notre invitation. C'est toujours un plaisir pour nous. D'abord, une réaction sur les événements du week-end au Togo, surtout le samedi, les manifestations qui ont été endeuillées. Merci. Je pense que tout Togolais et tout Africain doit se sentir indigné par la situation telle qu'elle se présente de nos jours. Et de jour en jour, la tension monte et on sent l'escalade qui se redresse entre les deux partis, le peuple et le parti au pouvoir. Et ce que nous craignons tous en sonnant l'alarme depuis le commencement, ce sont les indices de ces choses qui commencent par se profiler à l'horizon. Donc l'inquiétude des Togolais est grande et la peur au ventre, on souhaite que les choses aillent dans les normes rationnelles afin qu'on puisse retrouver une sérénité réelle et dans la démocratie que nous sommes en train de souhaiter. La dernière fois, les morts que nous avons déplorés, vous voyez, toutes ces situations ne sont pas dignes de nous lorsque nous sommes au XXIe siècle et que nous voyons d'autres pays avancer d'une manière paisible dans la résolution de leur crise sans passer par la violence. Donc cela nous dit encore que la mesure de notre réveil et sursaut à la civilisation nous incombe à nous réveiller rapidement et à trouver d'autres moyens de résolution. Alors, comment est-ce que vous expliquez en même temps qu'à un moment donné, on a semblé avoir une sorte de dégel, de désescalade dans la situation, mais aujourd'hui, la tension remonte d'un cran? Oui, une question pertinente, Samuel. Le problème, c'est que le gouvernement, je dirais même la CEDEAO également, et ont commis l'erreur de penser que parce que, M. Tipi Atadam n'est plus au pays et que la C14 avait fait appel à certaines manifestations, entre-temps, qui n'ont pas vraiment donné des engouements. Donc, on s'est leurré, on s'est dit que dans cette illusion, la crise est sous contrôle. Et nous, on l'a toujours sonné, que personne ne dise aux autorités que tout est sous contrôle. Mais on a eu l'impression que tout était sous contrôle. Et d'où la circonstance de laisser aller, de prendre des décisions unilatéralement et d'avancer, de forcer les choses à aller dans une certaine direction. Alors, le plus surprenant, c'est que tous ces événements arrivent et la CEDEAO, c'est disons-le, immuré dans un silence assourdissant. Vous comprenez ce silence? Bien, il faut comprendre dans le silence de la CEDEAO deux hypothèses. Bon, la première hypothèse, c'est l'hypothèse de ce que je suis en train de dire tout à l'heure, qui est le fait de se leurrer, de croire que parce que il y a eu dégonflement des manifestations dans les rues, donc pour cela on pourrait dire que oui, que les Togolais, ils ont manifesté juste sous les coups de l'émotion et que finalement ils sont revenus à la raison. Vous voyez, et c'est toujours comme ça dans tout pays. Je donnais l'exemple à quelqu'un aujourd'hui, un collaborateur, je lui dis que pourquoi est-ce que l'ONU n'a jamais intervenu en Corée du Nord? Ce n'est pas que l'ONU est en train de respecter la souveraineté de la Corée du Nord. La Corée du Nord n'est pas membre de l'ONU, bien sûr, mais l'ONU pourrait intervenir au nom de l'humanité et selon le principe de l'humanisme. Mais pourquoi est-ce que l'ONU ne s'est jamais ingérée dans les affaires de la Corée du Nord? C'est justement parce que quand bien même la Corée du Nord est sous une dictature de fer, les individus au sein du pays même ne se sont jamais plaints. Les individus sont dans la paix, sont dans la calmie, donc point n'est besoin ici de chercher à les troubler quand ils sont satisfaits d'un tel régime, quand bien même ce régime n'est pas recevable à notre niveau. Donc de la même manière, au Togo ici,
lorsqu'il y a eu des manifestations 19 août pendant quelques mois et tout, mais finalement, il va falloir que le gouvernement prouve au monde entier, à toutes les organisations internationales, que non, ce n'était qu'un coup de l'émotion et tout est rentré en ordre. Lorsque le gouvernement dit ce genre de choses, il va falloir finalement que les organisations internationales attendent de voir si réellement c'était un coup de l'émotion ou bien il y a vraiment crise. Donc là, ce qui justifie le besoin pour la C14 aujourd'hui d'organiser des manifestations contre-campagne, je dirais, pour prouver à la communauté internationale qu'effectivement il y a crise et que la crise continue, que le cas togolais doit être pris au sérieux. Ça, c'est la première hypothèse. Donc la CEDEAO est obligée d'attendre pour voir si effectivement il y a encore crise, ou bien si la crise est contenue, comme le disait le gouvernement. Donc la deuxième hypothèse, c'est celle du tir raté. Il y a eu un tir raté peut-être, parce que nous avons dans nos analyses compris que peut-être la CEDEAO souhaiterait éviter des tensions, des crises en amont, avant les présidentielles de 2020, en souhaitant une majorité pour le parti au pouvoir, au Parlement. Mais si il faudrait que les élections soient organisées d'une certaine manière rigoureuse, donc avec les sondages que nous avions déjà eu entre-temps avec Afrobaromètre, tout montre clairement que le peuple ne veut plus de ce régime et les législatives risquent d'être catastrophiques pour le parti au pouvoir. Et dans un tel cas, il faudra se rappeler ici qu'il y a ce que nous appelons la situation de cohabitation. Donc, dans une telle situation de cohabitation, au sein de la crise, ce sera une crise plus crise. Donc, pour cela, peut-être la CEDEAO voudrait éviter ça en permettant au pouvoir en place d'avancer et de pouvoir obtenir sa majorité. C'est là où le tir a été raté. Dans votre deuxième hypothèse, ça supposerait que la CEDEAO roule pour le pouvoir en place. Là, la CEDEAO, c'est pas que la CEDEAO roule pour le pouvoir en place, mais la CEDEAO est en train de protéger le peuple togolais contre une crise avant les présidentielles à venir. Donc, c'est comme une maman, un enfant est très affamé et qui crie, mais la maman sait quoi faire en attendant que le repas soit prêt. Donc, c'est quelque chose comme ça. Mais ici, le problème ici, c'est que le tir a été raté parce que le mécanisme, la démarche adoptée a été trop brutale. La démarche a été trop arbitraire. D'une certaine manière que lorsque la C14, le peuple togolais criait ras-le-bol, stop au processus électoral, la CEDEAO c'était toujours tu et jusque maintenant. Donc actuellement, nous venons à votre question de ce soir, pour laquelle vous m'avez invité, si la CEDEAO devra clarifier sa position. En effet, la CEDEAO devra clarifier sa position, mais c'est un peu difficile pour elle de clarifier sa position actuellement, mais elle devra le faire tôt ou tard. Il va falloir qu'elle situe les Togolais dans cette crise, qu'elle dise clairement la raison pour laquelle elle laisse le pouvoir en place avancer dans le processus électoral unilatéralement. Elle doit expliquer au peuple togolais et à toute la communauté internationale les raisons pour lesquelles on ne peut pas stopper le processus en cours, ou on ne peut pas annuler les élections qui auront lieu, ou on ne pourra pas peut-être faire autre chose, quoi. Alors, revenons peut-être sur votre première hypothèse que vous avez émise d'une coalition des 14 qui est dans une sorte de logique de manifester pour attirer l'attention de la communauté internationale. Ça paraît quand même assez machiavélique. Non, c'est pas machiavélique parce que c'est obligatoire. Parce qu'on a juste des mots pour attirer l'attention de la communauté internationale. C'est pas la C14 qui demande aux gens d'être tués. C'est pas la C14 qui demande à ceux qui ont tué les civils de les tuer. La C14, à ce que je sache, a toujours créé des manifestations pacifiques, a toujours demandé des manifestations pacifiques. Mais comprenez que lorsqu'il y a une tension, un conflit dans un pays, c'est pas tout le monde qui arrive à être contrôlé émotionnellement. Donc chacun manifeste sa colère à sa manière. Donc l'autre côté aussi croit que ces manifestations sont des défiances à l'autorité de l'État, alors que c'est toujours le droit du citoyen, parce qu'on ne parlera pas de l'État sans parler du citoyen. Donc c'est le droit du citoyen de crier ras-le-bol et de faire savoir ce que ce citoyen souffre en cachette. Aujourd'hui, la C14 demande à ce qu'on manifeste. Nous pensons au niveau du phare que c'est le droit. C'est le droit au Togolais. C'est un droit acquis universellement parlant.
et que les Togolais doivent manifester. On ne peut pas demander aux gens d'aller à une certaine élection lorsque devant nos yeux, les élections sont organisées d'une certaine manière non consensuelle. Donc il va falloir que ce qui est non consensuel dedans soit rectifié pour qu'on puisse avoir la confiance des deux partis et aller aux élections. Là où les gens sont coincés, c'est-à-dire les politiciens, y compris la CEDEAO, dans ce cas, sont coincés. C'est comment arriver à gagner une majorité pour le parti au pouvoir et permettre à ce que le pays soit gouvernable jusqu'en 2020 pour une organisation crédible et efficace des élections. C'est ça le problème. Et ils n'ont pas su comment le faire. Mais nous l'avons toujours dénoncé que ce mécanisme ne marcherait pas. Il y aurait un autre moyen. Et ce moyen c'est pas sorcier. C'est très simple. Mais le problème est que les gens n'ont pas choisi ce moyen-là. Ils ont préféré choisir le moyen rigoureux, arbitraire. Et aujourd'hui, si d'aucuns, je crois, ils mettent le blâme sur la C14, je dirais non, parce que la C14, ici, est en droit de permettre aux gens de savoir ce qu'ils sont en train de souffrir dans le pays et demander de l'aide. En fait, c'est cela. Bon, quand on dit que la C14 envoie les gens à l'abattoir, la question est celle-ci. Est-ce que la police, est-ce que la gendarmerie, est-ce que, je dirais, les corps habillés du Togo, est-ce que nos corps habillés sont des machines à tuer? Non. Pour qu'on dise que quand on demande aux gens de sortir, donc ça veut dire on les envoie à l'abattoir. Ce sont nos frères qui sont en habit de l'État pour la sécurité et la protection. Donc on ne doit pas avoir normalement peur d'eux lorsque on veut manifester pour une certaine cause. Surtout que cette cause est d'intérêt général et leurs enfants aussi en profiteront demain. Donc la C14, je ne crois pas, a l'intention que les enfants soient tués pour qu'ils puissent attirer l'attention de la communauté internationale. Non. Alors, ce silence même de la CEDEAO, est-ce que ce n'est pas aussi un message parce que au même moment, la CEDEAO laisse faire, observe la situation parce dans certaines manifestations, ces fonctionnaires ont été vilipendés et dit bon, puisqu'ils ne veulent plus de moi, ben, je garde mes réserves. Non, la CEDEAO n'a pas, Samuel, la CEDEAO n'a pas le droit de garder cette position parce que, je dirais, une position de réaction à l'égard des comportements de certains Togolais entre-temps, donc les agents de la CEDEAO qui n'ont pas été bien traités verbalement parlant. Ce que moi je veux dire ici, c'est que la CEDEAO est dans une impasse et la CEDEAO devra faire usage d'une intelligence supérieure pour régler la situation actuelle. Donc, nous avons deux options. Soit la CEDEAO laisse les choses aller telles qu'elles sont actuellement et permet au pays d'être en feu et en sang. Parce qu'il y a certaines personnes, quand bien même eux, ils disent allons manifester pacifiquement, il y a d'autres qui disent terminons avec cette histoire une fois pour de bon. Il y a d'autres qui disent nous allons mourir et nos enfants vivront. Vous voyez, donc les langages sont différents. C'est comme les chemises jaunes aujourd'hui en France. D'autres demandent les taxes, d'autres demandent la démission, etc. Donc c'est toujours comme ça. Mais est-il que dans cette option-là, le pays sera instable. Même les élections législatives et pour lesquelles certains sont en train de courir maintenant, on craint que ça risque de ne pas avoir lieu paisiblement. Même si cela aura lieu, ça n'aura pas lieu paisiblement, ce que nous ne souhaitons pas. Donc, et dans ce cas-là, la CEDEAO fera figure de grand lâche si rien n'a été fait. Ou c'est soit la CEDEAO laisse et à la fin des législatives, maintenant la CEDEAO pourra demander avec pression sur le président de la République de dissoudre cette assemblée et de retourner à la case départ. C'est toujours comme ça. Alors, quand on est en train de parler quand même de la CEDEAO, là, on parle de quoi? On parle des chefs d'État, les 15 chefs d'État, ou de quoi on parle exactement? On parle des trois. On parle des chefs d'État, on parle de la commission, parce que c'est la commission qui exécute les politiques des chefs d'État. Donc, on parle de la commission avec les délégués de la commission que nous appelons les facilitateurs qui agissent au nom et en lieu de la commission et des chefs d'État. On parle aussi du Parlement de la CEDEAO. Donc, le Parlement qui observe les situations et fait des propositions aux chefs d'État, au Conseil des chefs d'État et aussi à la commission. Par exemple, la dernière fois, il y a eu une réunion à Abuja où nous avons vu les parlementaires de la CEDEAO réagir sur le cas Togo. Donc, vous avez vu qu'en fin de compte, ils ont eu à délibérer
ils ont eu à décider s'il faudra renvoyer l'affaire au niveau des chefs d'État ou de la commission, etc. Donc, effectivement, d'autres ont été pour le peuple togolais. Ils ont 14 sur 16 ont été pour le peuple togolais pour que la situation soit revue et s'il y a possibilité. Donc, leur proposition, c'est une proposition que le Parlement de la CEDEAO fait toujours. Donc, leur proposition va au niveau des chefs d'État et au niveau de la Commission qui pourra se pencher sur la situation et décider quoi faire. Alors, mais si on est dans une CEDEAO, parce qu'on a deux facilitateurs qui sont des chefs d'État, donc qui sont des homologues du chef de l'État dont le pays est en crise, est-ce que ce n'est pas un avantage pour lui aussi? Pour qui? Pour le chef de l'État togolais. Pour le chef de l'État togolais, politiquement, ça peut être un avantage, tout comme ça peut ne pas l'être. Ça dépend de la position de ces deux chefs d'État qui sont des facilitateurs. Bon, d'ailleurs, je ne vois pas une autre personne en position de facilitateur en dehors d'un chef d'État dans une telle situation pour faire face à un chef d'État. Donc, nous savons que les Ghanéens sont en train de soutenir les Togolais puissamment dans cette quête d'alternance, sauf que les Ghanéens ne veulent pas qu'il y ait violence au Togo. Mais je dirais que toute la région souhaite qu'il y ait alternance et démocratie au Togo. Et unanimement, les gens ne veulent pas qu'il y ait guerre civile, crise de nerfs, tout cela. Mais la vérité, c'est qu'il y a certaines personnes qui accusent tous les jours M. Alpha Condé d'avoir été très zélé, d'avoir fixé une date et tout. Mais figurez-vous que Alpha Condé n'a jamais fixé une date. Ils avaient unanimement, avec Nana Akufo-Addo, unanimement donné la date du 20 décembre comme étant une date indicative. Et ils ont bien dit, les représentants de la commission ont dit que dans cette histoire de date, nous ne serons pas dans le fétichisme de la date. Est-il que le gouvernement togolais est en train de jouer en sa propre faveur en utilisant cette date comme étant la date des dieux? Alors, mais vous avez lu aussi le communiqué de la CEDEAO du 9 novembre, où il a été dit clairement qu'il faut faire des choses sans préjudice à la date du 20 décembre. Oui. Donc, ça porte en faux ceux qui disent que c'était indicatif, parce qu'au même moment, un communiqué sort et dit rien faire sans préjudice à cette date. Bien, le préjudice affaire à cette date veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que la date est devenue une date idolâtre, une idole qu'on ne doit pas toucher? Non, je ne crois pas. C'est ce que le texte là voudrait dire. Cela voudrait dire que nous devons travailler de concert. Porter préjudice peut être organiser les choses à ce que la date du 20 décembre ne soit pas réellement effective. Bon, faites les choses d'une certaine manière à ce que la violence ou les paroles, les verbes de violence dans le pays ne permettent pas la réalisation de l'objectif de cette date du 20 décembre. Donc, ça ne veut pas dire que obligatoirement, quel que soit alpha ou oméga, ou bien coûte que coûte, il faudrait que les élections, bon an, mal an, bien organisées ou pas, il faudra que cette date-là, bon, on n'a rien à profiter de la date. Tout ce que nous avons, tout ce que nous allons profiter, c'est comment les organisations des élections sont faites. Vous voyez la situation. Donc, c'est pourquoi je pense que la CEDEAO a un grand travail à faire. Ce n'est pas parce que le président togolais est un président, est un des chefs d'État, que la CEDEAO ne pourra pas lui dire la vérité. On lui a dit la vérité depuis longtemps, depuis le commencement de ce dialogue. En effet, je vous dis, la diplomatie ne vous dira pas ce qu'ils sont en train de dire dans les coulisses, mais on a dit beaucoup de choses à notre chef d'État tout le temps. Et vous allez constater, ceux qui sont avisés dans l'observation, vous verrez que lorsque le gouvernement togolais veut aller dans un certain sens, après un certain moment, ils sont forcés de s'arrêter. Donc pourquoi? Parce que le chef de l'État togolais a obtempéré, a été d'accord avec ses homologues, mais il y a des gens qui veulent exécuter leur propre plan et dans ce gouvernement et dans ce parti au pouvoir. Donc cela fait que le président de la République lui-même, moi je veux bien croire, parce qu'en observant les choses, je pense que le monsieur n'a pas la main sur les deux cornes du buffalo du tout. Donc il va falloir qu'il se décide, qu'il tape la main sur la table et qu'il décide la direction que devra prendre le pays et la politique que nous devons jouer dans ce dialogue jusqu'à la fin pour la résolution durable de la crise. Alors, avant d'entrer en studio pour cette partie de l'émission, j'ai lu un communiqué de la C14 qui demandait instamment à la CEDEAO et au groupe des 5 de réagir. Mais réagir pourquoi? Pour aller dans son sens, c'est ça?
C'est-à-dire, il demande au G5, à la CEDEAO, d'arrêter de faire arrêter, c'est-à-dire de prendre une décision. Oui, de faire arrêter le processus électoral concrètement. Oui. Maintenant, vous voulez demander quelle décision est-ce que ça ne... Si par exemple, la CEDEAO, le G5 dit, bon, arrêtez, là on dira, ils ont épaulé la C14. Non, ce n'est même pas ça. Bon, si quelqu'un devra interpréter cette décision d'arrêter le processus électoral actuel comme étant une forme de je vous avais déjà toujours dit ici que la CEDEAO n'est ni dans le sens de la C14, ni dans le sens du parti au pouvoir. La CEDEAO a son objectif à réaliser. Et je pense que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Si la C14 demande à ce que le G5 ou la CEDEAO réagissent maintenant, qu'est-ce que la CEDEAO pourra faire? La CEDEAO, je l'avais toujours dit, la première fois que les choses ont commencé avec ce recensement, je l'avais dit que la CEDEAO pourra arrêter la situation maintenant. Peut arrêter le processus ou allonger la date, reculer la date un petit peu, peut-être de 2 mois, peut-être de 3 mois, pour que les choses soient réorganiser et avoir l'assentiment et la confiance de tout le monde. On peut toujours gagner la majorité à la cause du parti au pouvoir sans forcément passer par la violence, sans forcément passer par le cafouillage. Donc la CEDEAO peut prendre cette décision. Mais s'ils ne le prennent pas maintenant, trop tard, plus tard, ce sera trop tard parce que après les élections, lorsque les élections auront lieu, le pays aura trop de problèmes. C'est la première fois que moi je vais au Togo que des représentants d'un parti vont dans une localité togolaise où les individus se comportent comme si nous étions dans un État fédéral avec leurs propres lois et qui expulsent de ces localités des représentants d'un certain parti parce qu'on n'est pas encore d'accord. Ça, c'est pas comme ça que la CEDEAO va nous laisser dans ce cafouillage. Il va falloir que les choses soient faites maintenant. Cela montre que les Togolais sont en courroux, ils sont en colère. Ils veulent que les choses soient bien faites maintenant. Donc la CEDEAO devra réagir. Et c'est ce que la C14 est en train de demander. Et non demander à la CEDEAO de venir être derrière eux et les épauler ou bien leur donner une victoire. Non, c'est pas ce que cela signifie. Diplomatiquement, est-ce que la CEDEAO n'a pas de couloir vers... la C14 n'a pas de couloir vers la CEDEAO? Ben absolument. Absolument. Nous avons vu la dernière fois une délégation qui s'était rendue à Abidjan pour rencontrer l'ex-président Bédié. Donc, c'est des travaux comme ça que la C14... Moi, je ne suis pas dans la C14. Mais je ne veux pas quand même naïvement croire que la C14 n'aurait pas de connexion, de couloir, de contact avec ces personnes qui sont des décideurs dans le dialogue, des décideurs dans notre crise. Lorsque eux aussi, ils constituent une partie prenante et concernée dans cette affaire. Donc, ce serait une grave erreur d'ailleurs si la C14 n'a pas ce couloir dont vous parlez actuellement. Pour vous, au phare, est-ce qu'il faut arrêter le processus électoral en cours? Nous avons déjà souhaité ça depuis. Depuis le commencement du recensement et tout, lorsqu'on parlait d'un train qui est parti, demandant à la C14 de prendre le train en route, nous avons toujours dit que allons autrement. Oui, ce que nous allons nous poser comme question, c'est est-ce que si le pouvoir en place obtenait une majorité au Parlement, est-ce que ça irait mieux pour le Togo? Oui, nous sommes d'accord pour cela. Aujourd'hui, ils sont au nombre de 72 62 députés. 62 députés du parti au pouvoir. Donc, au Parlement. Ok, très bien. Mais ça ne leur permet pas, comme les 4/5e, de faire pour deux seuls les réformes possibles. C'est mieux comme ça, d'ailleurs. Mais ça permet quand même que le pays soit gouvernable. Mais nous disons, mais même si vous voulez acquérir une telle majorité, mais ne le faites pas dans le cafouillage. Quand même, nous avons évolué quand même. Nous sommes dans un monde qui évolue. Moi, ce qui m'a le plus choqué, honnêtement, je vous dis honnêtement, j'ai été énormément choqué par la démarche du parti au pouvoir depuis que on a mis en place une première CENI rapidement au sein de la crise et tout. Parce que la façon dont j'estimais le parti au pouvoir unir, bon, quand bien même je n'ai jamais souhaité travailler avec eux parce que c'est un système dans lequel quelqu'un ne peut pas travailler et être en paix. Bon, donc, mais la façon dont ils ont commencé par faire les choses, j'ai dit, mais non, vous ne pouvez plus continuer comme ça.
Vous ne pouvez plus continuer comme ça. Ne continuez pas comme si les Togolais étaient vos ennemis, comme si l'autre partie était des ennemis à abattre. Non, 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 non. Et jusqu'aujourd'hui, vous voulez que le coup de force, c'est cela qui continue. Et le mutisme de la CEDEAO, d'ailleurs, n'arrangeant pas les choses. Donc, les gens pensent que le pouvoir a acquis les agents de la CEDEAO à sa cause. Donc, c'est ça le problème. Donc, il y a une autre façon de faire les choses là maintenant. On pourra aller à ces élections. Le FAS souhaite la majorité, le parti au pouvoir, pour que le pays soit gouvernable. Mais nous ne voulons pas que le parti au pouvoir écrase le peuple parce que on veut montrer que c'est nous qui sommes les plus forts. Non, mais on n'a qu'à arrêter ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Donc, il va falloir que le processus s'arrête. Si le président de la République veut du moins encore gagner une certaine crédibilité aux yeux de ses citoyens, il peut arrêter le processus, demander à la CENI actuelle, qui est en droit caduc normalement, donc d'arrêter le processus. On demande à la nouvelle CENI, peut-être même si ce n'est pas de grands travaux à faire, vous savez, c'est juste une petite parole, c'est juste un petit geste qui apaise le cœur des gens. Mais quand vous êtes toujours dans la logique de confrontation, comment est-ce que les gens pourront vous écouter? Donc il pourra arrêter ça, dire bon ok, nous poussons ça. Il pourrait le faire avant la CEDEAO même. Donc, nous reculons la date des élections de 2 mois. Et OK, pour cela, maintenant, nous demandons à la CEDEAO de renvoyer ses experts et de corriger les choses. Ce ne sont pas de grandes choses qui seront corrigées, en tout cas, dans les faits. Donc, ce n'est pas ça. Mais est-il que ça permettra à d'autres personnes de se joindre à l'enrôlement, permettant à tout le monde d'aller aux élections? Mais les résultats seront toujours ce qu'eux, ils souhaiteront pour que le pays soit gouvernable. C'est là où j'avais dit en amont que la CEDEAO avait raté le tir. Pasteur Bavon, si d'ici le 20 décembre, la CEDEAO ne dit rien, ben, si d'ici le 20, la CEDEAO ne disait rien, donc et ce serait difficile de prévoir ce qui pourrait arriver. Parce qu'il est difficile pour nous d'être dans la tête des autres et de savoir ce que les autres sont en train de mijoter. Ceux qui appellent à la marche pacifique sont différents de ceux qui appellent à une révolution, sont différents encore de ceux qui appellent à l'extermination. Il y a des voix qui s'élèvent maintenant appelant carrément à une guerre civile, quoi. Demandant, vous rentrez dans les maisons, là où il y a les membres du NIE, il faut commencer par les exterminer, des choses comme ça, vous comprenez? Donc ça fait plusieurs voix qui s'élèvent. Donc il sera difficile réellement de prévoir ou bien de prophétiser sur ce qui peut arriver si la date du 20 décembre serait maintenue. Mais prions tout simplement que le pire n'arrive pas et que la CEDEAO réagisse rapidement. Mais si la CEDEAO ne réagissait pas, je serais énormément très déçu en l'organisation de la CEDEAO. Pasteur Johannes Bavon, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes secrétaire général du Front des architectes de la République. On observe maintenant un moment de pause et après, ce sera regard croisé.